AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. Comment s'engager pour les droits des personnes LGBT+, dans l'entreprise? On va en parler avec votre invité dans quelques instants, Muriel. Oui, on va en parler. Mardi 11 octobre, ce sera la journée nationale et plutôt mondiale du coming up. Savez-vous que cette journée d'origine américaine s'est déroulée pour la première fois en 1987 à Washington? Ce jour-là, pour la première fois, des milliers de gays et de lesbiennes ont publié leur nom dans les journaux. En France, en 2012, naissait l'association L'Autre Cercle, accompagnée par un aéropage de ministres et supportée par de très nombreuses entreprises. L'Autre Cercle a une vision claire: œuvrer pour un monde professionnel, épanouissant, inclusif et respectueux des personnes dans toute leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Alors, au-delà de cette vision, l'objectif de l'Autre Cercle est d'engager les entreprises et les organisations à l'épanouissement et au bien-être de leurs collaborateurs, qu'ils soient gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres, intersexes, et à toutes les personnes ne se reconnaissant pas comme hétérosexuelles. Et on va le dire, c'est plutôt une réussite, car 180 organisations publiques et privées, et pas des moindres, Accenture, Alcatel, Orange, Sodexo, Veolia, le groupe Casino, IBM, pour ne citer qu'elles, ont signé cette charte. À côté de ces actions, l'Autre Cercle fédère 350 rôles modèles. Les rôles modèles, on sait ce que ça veut dire dans cette émission. 350 rôles modèles de femmes et d'hommes qui sont soit des dirigeants, soit des alliés LGBT+. Alors, au-delà de l'influence, que représentent toutes ces actions? Pourquoi de telles initiatives? Eh bien, voyez-vous, en France, aujourd'hui encore, une personne LGTB+ sur deux n'est pas visible dans son organisation. 55% des LGBT+ ont déjà entendu des expressions LGBT-phobes au travail et 7 LGBT+ vivant en couple ont déjà omis volontairement de faire référence au sexe de leur conjoint au travail. Cette non-visibilité, ces discriminations, cette forme naturelle d'autocensure pour les LGBT+, sont des enjeux importants pour les employeurs qui se veulent exemplaires. Et ils se veulent surtout alignés sur la société française qui considère à plus de 80% que l'homosexualité est une sexualité comme les autres. Alors bien sûr, l'inclusion, c'est une obligation légale, mais c'est aussi une question d'engagement sociétal, voire d'engagement éthique. Bien sûr, vous pourriez aussi me dire que l'orientation sexuelle et l'identité de genre relèvent de l'intime. Eh bien non, l'identité ne s'arrête pas à la porte des entreprises. La fierté d'être, de dire, de vivre cette identité dans les meilleures conditions est un facteur d'épanouissement personnel, individuel et collectif. Créer un climat bienveillant et inclusif qui permet d'être soi-même, de donner le meilleur de soi, c'est aussi, et bien sûr, le rôle des entreprises et des organisations. Et puis, c'est aussi une attente forte de la nouvelle génération, ces talents qui arrivent sur le marché, pour qui une entreprise gay-friendly est un facteur de choix, et pour qui cette question d'identité n'en est plus une. Et on en parle justement, Muriel Réus, avec votre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Florent Rispoli, DRH chez Accor. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Florent. Bonjour Merci Muriel. d'être avec nous ce matin. Alors vous avez rejoint l'association L'Autre Cercle comme dirigeant rôle modèle LGBT+. Alors est-ce que c'est un motif de fierté pour vous d'avoir été sélectionné parmi les 100 nouveaux lauréats de l'année 2021 ? Oui, effectivement, c'est plutôt une grande fierté parce que c'est reconnaître, au-delà de mon rôle de DRH dans mon entreprise, toutes les actions que j'ai pu mener pour favoriser effectivement cet environnement inclusif au sein de mon entreprise, mais en dehors aussi de mon entreprise, parce que j'œuvre aussi pour d'autres associations dont on parlera plus tard. Et oui, pour moi, c'est une réelle fierté de pouvoir avoir été désigné, sélectionné par l'Autre Cercle comme dirigeant rôle modèle. Alors, on va parler un petit peu de vous. Vous avez 44 ans. Vous êtes marié depuis 8 ans avec Yvan, qui lui a 39 ans, qui est d'origine cubaine. Vous êtes donc DRH dans le groupe Accor. Votre époux, après un master en droit de l'homme à la Sorbonne, prépare aujourd'hui son doctorat à l'université de Lille, avec une thèse sur les nouvelles formes de parentalité. Est-ce qu'on peut dire que vous vous considérez comme une nouvelle forme de famille ? Bientôt, on va dire. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas, on est sur le chemin d'être effectivement un schéma d'une nouvelle forme de famille homoparentale, puisqu'on est dans le projet de parentalité à l'étranger.
Oui, vous êtes depuis 2021 engagé dans un process de GPA aux États-Unis. Alors, je rappelle bien sûr que la GPA est toujours interdite en France. Il y a un récent sondage qui a été fait auprès des Français qui sont à 55% d'accord pour que la GPA puisse exister en France. Alors, ce désir de GPA, il est évidemment très fort chez vous parce que les démarches sont pas simples, on le sait. Et ça s'est accompagné d'un questionnement fort sur les droits de cet enfant et notamment sur son accompagnement à la naissance. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, je vais juste vous corriger. Désir de GPA, j'aurais aimé un désir autre plutôt. C'est un désir de parentalité, en tout cas, désir de fonder une famille, ouais, vous avez raison. Qui effectivement nous a amené à nous questionner profondément. D'abord, effectivement, sur une option d'adoption, puisque du coup, l'adoption est permise en France. Mais compliqué. Compliqué, très compliqué, ce qui fait que du coup, on a été amené en fait à nous poser d'autres questions sur d'autres solutions. Plus compliqué pour les couples homosexuels. Ouais, beaucoup plus compliqué pour les couples homosexuels. Vous êtes grosso modo quand même parmi les fonds de dossiers qui seront sélectionnés. Donc du coup, le délai de traitement et d'obtention d'homologation va être vachement plus long. Mais vous avez fait une tentative et vous avez renoncé à la... On est allé à la réunion d'information. Ouais. D'accord. Mais voilà, la réunion d'information est assez bien faite pour vous décourager en fait sur cette solution-là. Donc on s'est orienté sur la solution de la GPA qui amène énormément de questions, que c'est un process qui est très long, qui est coûteux, qui est extrêmement coûteux. Qui est difficile pour le retour de l'enfant en France. Qui est difficile pour le retour, qui est difficile à différentes étapes du process. Il faut savoir qu'on a commencé en avril 2021 le vrai projet de GPA aux États-Unis, puisqu'on a choisi les États-Unis, qui est un pays assez protecteur pour l'ensemble des parties, que ce soit la femme porteuse, nous en tant que parents. Plus sécure que d'autres pays d'Amérique latine, par exemple. Exactement. Et vous avez négocié d'ailleurs d'assister à la naissance de l'enfant, si j'ai bien compris. En fait, ça fait partie des discussions que vous avez quand la femme porteuse vous choisit pour être celle qui va porter votre enfant, parce que vous choisissez la donneuse, c'est-à-dire celle qui va vous permettre de faire les embryons. En revanche, pour la femme porteuse, c'est elle qui choisit le couple avec lequel elle a envie d'aider, en fait, de supporter de porter l'enfant. Alors ce retour en France, il est difficile administrativement, mais vous avez gagné un combat qui est le combat du retour à l'enfant et des congés parentaux. Oui, alors j'ai en tant que DRH et par rapport à la problématique de me dire quand je vais revenir avec mon enfant, j'aurai pas de droit à congé maternité, hein, évidemment, je ne suis pas une femme. Et quels sont les droits aujourd'hui pour les couples homoparents, les couples LGBT, au-delà du congé paternité pour l'homme, en fait, ça se résume simplement à ça, donc c'est 28 jours, ce qui est assez léger, sachant que votre enfant, vous pouvez pas le mettre à la crèche s'il n'a pas 2 mois et demi, donc en fait, à un moment donné, il y a une problématique. Donc j'ai utilisé en fait mon rôle de DRH pour essayer d'influencer mon organisation, mon entreprise, et en utilisant aussi les syndicats, puisque du coup, pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif en entreprise, il faut négocier avec nos partenaires sociaux, nos syndicats, et on a signé ensemble, c'est-à-dire direction et syndicats, pour l'ensemble de nos collaborateurs du siège, la possibilité d'avoir 10 semaines de congé d'accueil de l'enfant, c'est comme ça qu'on l'a nommé, ce qui me permettra à mon retour, et pour tous les couples homo, d'avoir 10 semaines de congé. Alors tous les couples homo chez Accor, hein, chez Accor, au sein du siège. Ça a été difficile ? Étonnamment, j'ai envie de dire, ça a été assez simple en fait. Ça a été assez simple. C'est des droits supplémentaires pour les collaborateurs. Donc vis-à-vis des syndicats, ça a été finalement une cause acquise assez rapidement. Donc ça a été assez simple, oui. Oui, parce que tous les hommes bénéficient maintenant de cette disposition. On est bien d'accord. Oui, hein. Alors, vous avez créé aussi un réseau interne au sein d'Accor que vous avez appelé le réseau Together avec 12 autres personnes. Il y a dans ce réseau des LGBT+, bien sûr, mais aussi des alliés. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être allié dans une entreprise ? Alors, allié, ça veut dire ne pas être considéré directement par le fait d'être LGBTQI+, mais en revanche, c'est soutenir la cause et l'inclusivité des personnes LGBTQI+. Donc, favoriser un environnement qui va permettre à la communauté LGBT d'être dans un environnement plutôt sain, bienveillant et qui permette de s'assumer au quotidien dans son travail. Il y a d'autres réseaux de ce type que vous connaissez dans d'autres entreprises ? Il y a beaucoup de réseaux en fait aujourd'hui. Avant moi de lancer mon réseau au sein du groupe Accor, qui est une grosse entreprise, on est quand même, je ne vais pas dire à la traîne, mais il y a beaucoup de grosses boîtes comme Air France, comme BNP Paribas, comme Engie récemment qui a lancé son réseau LGBT, Microsoft. La plupart des grosses boîtes, des grosses entreprises ont leur réseau LGBT interne. Alors pour vous, c'est une démarche, sincère, ou c'est une façon de répondre à une obligation légale ? Comment vous le percevez ? Non, parce qu'il n'y a pas d'obligation légale, même si les entreprises aujourd'hui, elles sont soumises au fait de travailler sur leur marque employeur pour attirer les jeunes. Il y a des vrais sujets d'attractivité et d'avoir une vraie politique de diversité et d'inclusion. La politique de diversité et d'inclusion des entreprises, aujourd'hui, elle se porte vraiment sur l'égalité homme-femme ou tout ce qui est développement durable. La question LGBT, il n'y a pas d'obligation de le faire. Donc c'est pour moi un vrai engagement personnel
d'avoir rencontré des difficultés par moi-même sur la parentalité, etc., des questions, et de me dire, j'ai envie de porter pas juste de la communication et du marketing autour de ce réseau LGBTQI+, mais d'aller chercher des droits supplémentaires pour essayer d'avoir une équité de droits pour tout le monde en entreprise. Vous avez l'impression qu'il y a une concurrence sur l'inclusion, la diversité, l'égalité en entreprise? Est-ce que, par exemple, les droits des femmes, comment vous le vivez? Vous trouvez qu'il y a un équilibre sur la réflexion aujourd'hui ou pas vraiment? Je suis homo, ça va être très caricatural, mais j'ai beaucoup d'amis filles, beaucoup d'amis femmes, et je supporte cette cause, mais je trouve qu'elle prend le pas sur les sujets de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, dans les entreprises, on voit que le vrai sujet, c'est beaucoup l'empowerment autour de la cause des femmes, l'égalité homme-femme, et aujourd'hui, tout ce qui est développement durable. Et c'est vrai que les sujets LGBT, même si de grosses boîtes se sont investies dessus, je vais pas dire qu'il y a de la compétition, mais en tout cas, il y a des sujets qui sont favorisés, notamment par la loi, puisque du coup, la loi sur l'égalité homme-femme a favorisé le fait que les entreprises prennent ce sujet quand on parle du nombre de femmes dans les comités de direction, du nombre de femmes dans d'autres comités. Ça a poussé les entreprises à acter sur ce sujet en priorité, effectivement. Alors, chez Accor, l'objectif, c'est le voyage, c'est les voyages, les hôtels, tout ce qui concerne ce secteur-là. On sait que les couples LGBT ont un pouvoir d'achat un petit peu plus important. C'est assez logique, c'est 2 hommes la plupart du temps. Ils travaillent tous les 2 avec des salaires qui sont avec un différentiel par rapport à ceux des femmes. Ils n'ont pas d'enfants. Ils consomment beaucoup dans les loisirs, dans la culture. Est-ce que vous pensez que chez Accor, il y a une démarche qui serait de dire aussi, en nous intéressant à cette population, si je peux m'exprimer ainsi, on va être capable de créer une offre qui leur corresponde? Alors, je crois qu'en tant qu'LGBT, j'aime pas trop le dire, mais effectivement, je pense que le constat que vous faites est plutôt assez avéré, même si aujourd'hui, de plus en plus de couples essaient d'avoir des enfants, donc du coup, cette capacité ou ce pouvoir d'achat aurait peut-être tendance à diminuer vu le coût. Mais effectivement, je pense que indirectement, les entreprises et Accor, le fait de recevoir un certain nombre de familles ou d'être le reflet de la société aussi dans ses clients, quand on a travaillé en tout cas nous sur notre réseau LGBT et sur les raisons de notre engagement, indirectement, effectivement, quand on a discuté avec des patrons qui ont été sponsors, enfin effectivement, il y a le fait de tenir en compte... Arrière-pensée ? Oui, exactement. Je pense que c'est quand même un peu derrière, ou en tout cas une agréable découverte de se dire, effectivement, quand on creuse les parts de marché, les pouvoirs d'achat, on se rend compte qu'effectivement, c'est une population qui peut avoir un peu plus que la moyenne, et donc du coup, à y faire attention. Ok. Alors, et le lobby, c'est important, j'imagine. Le lobby, et puis l'implication des boss, des patrons. Est-ce que chez Accor, ou dans les entreprises que vous côtoyez, quand la direction, quand la présidence s'implique, ça crée une véritable différence? Souvent, quand on parle de lobby, moi, dans mon entourage, c'est souvent peut-être un petit peu négatif. En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, quand on a lancé notre réseau Together au sein du groupe Accor, et quand j'ai discuté avec les autres entreprises, les autres collaborateurs qui ont lancé des réseaux similaires, le sponsoring, enfin le support d'un des dirigeants est extrêmement important parce que ça a un effet d'exemplarité et de support qui est indéniable pour l'ensemble de l'entreprise. Alors on arrive un peu à la fin de cette interview. J'ai juste envie de vous demander, votre prochain combat c'est quoi? Vous investir sur une loi, accompagner les dispositifs M'investir sur les lois autour de la parentalité, c'est vraiment un sujet que j'ai creusé. Et comme je suis aussi partie prenante de l'APGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens, c'est quelque chose qu'on essaye d'œuvrer. Et ce que j'ai fait sur Accor, c'est d'espérer aussi pouvoir le faire dans d'autres entreprises, influencer d'autres entreprises, et de se dire que le législateur sera lui-même influencé et offrira ce congé accueil de l'enfant, ou en tout cas des congés qu'on appellera certainement pas maternité, mais congé accueil de l'enfant à l'ensemble des couples, quelle que soit leur structure et la manière dont les enfants sont procréés. Merci Florent pour cette interview. Beaucoup, merci d'avoir été là. Je rappelle Florent Rispoli que vous êtes DRH dans le groupe Accor. Pas d'engagement sans culture, Muriel Réus. Alors bon, ça date un peu, effectivement, Jean-Marie, mais ce matin, je vais vous parler des crevettes pailletées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette comédie, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de vous précipiter sur toute bonne plateforme pour la regarder. Ce film coécrit et réalisé par Cédric Le Gallo, c'est l'histoire véridique d'une équipe de water-polo gay participant aux Gay Games. C'est un événement sportif et culturel ouvert à tous et à toutes, bien qu'historiquement destiné aux athlètes, artistes et musiciens lesbiens, gays, bisexuels et transgenres. Alors, je vous fais le pitch.
en 2 secondes. Mathias est vice-champion du monde de natation. Dans une interview télévisée, il tient des propos homophobes. Et bien sûr, la sanction ne tarde pas. Il doit entraîner les crevettes pailletées pendant 3 mois. Ce film, c'est l'exploration des différences, de l'amitié, des blagues, du délire, la joie du partage, sans tabou et avec bienveillance. Et ça fait du bien. Et ce n'est pas fini parce que la suite arrive. Elle s'appelle La revanche des crevettes pailletées. Elle sera présentée en avant-première dans un festival que j'aime beaucoup, qui est le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Et là, le pitch est le suivant. Après les Gay Games de Croatie, l'équipe de water-polo des crevettes pailletées doit se rendre à Tokyo pour la nouvelle édition de la compétition, mais ils ratent leur correspondance pour le Japon. Ils sont contraints de passer par la Russie. Je ne pouvais pas un dessin, une région plutôt très homophobe. Crevettes pailletées, des insoumis rebelles. La bande-d'annonce est déjà sur YouTube. Voilà, je vous souhaite de le regarder. Je vous remercie et on se retrouve, je crois, Jean-Marie, dimanche prochain. Absolument, avec plaisir, à 8h13, comme chaque semaine. Et d'ailleurs, cette interview est à retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À bientôt. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.